Je viens protester ici en disant que ce n'est pas simplement le Rwanda de Kagame qui attaque la République démocratique du Congo. C'est l'alliance impérialiste occidentale de l'OTAN et avec le soutien de l'Union européenne qui attaque la République démocratique du Congo. Car c'est avec les armes qui lui sont fournies par l'OTAN, qui lui sont fournies par l'Union européenne, qui lui sont fournies par l'alliance anglo-américaine. C'est avec l'argent qui lui est fourni par les mêmes puissances que Kagame attaque actuellement et saigne la République démocratique du Congo. Je voudrais appeler tous ceux qui observent cette actualité à aller vérifier l'existence d'un accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Accord de commercialisation des ressources naturelles qu'on ne trouve pas au Rwanda, mais essentiellement dans le sous-sol du Congo. Dites-moi pourquoi l'Union européenne peut se permettre de passer un accord commercial d'exploitation des ressources du sous-sol congolais avec le Rwanda, qui n'est pas le Congo. Si ce n'est pas parce que l'Union européenne est en réalité le principal parrain de l'agression sauvage du Rwanda contre le Congo, avec le soutien de la grande alliance, militaro-politique occidentale. Ce qui, moi, me choque, quand je regarde les médias, même l'ONU qui fait semblant d'être émue, quand je regarde ce que racontent les médias de l'Union européenne, les médias français, les médias américains, les médias britanniques et consorts, belges, tout le monde fait semblant de se scandaliser des crimes scabreux et de l'avancée criminelle des troupes rwandaises dans le sol congolais. Or, les mêmes qui font semblant de se scandaliser de cela sont les véritables parrains de l'agression. La situation sécuritaire au Congo est réellement préoccupante, raison pour laquelle on va essayer d'en parler sur cette chaîne, parce que on est en train de parler de l'Afrique et on a l'impression que tout ce qui se passe dans la région du Nord Kivu, précisément à Goma, toutes les organisations internationales et même les presses internationales sont en train de nous cacher la vérité. Il y a des millions de personnes qui sont déplacées, des millions de personnes qui sont tuées, les femmes et les enfants. Et tout dernièrement, dans la région du Nord Kivu, précisément à Goma, l'eau et l'électricité sont coupées. Comment est-ce que la population peut vivre dans cette situation ? Face à tout ceci, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir est-ce que M. Félix Tshisekedi, actuel président du Congo, est capable à relever le défi que M. Paul Kagame du Rwanda et de ses alliés occidentaux sont en train de lui poser. L'idée qui revient dans la tête de tout un chacun, c'est qu'on a besoin d'un panafricaniste au Congo ou bien que M. Félix Tshisekedi puisse réellement porter un manteau de panafricain pour qu'il puisse prendre les décisions qu'il faut dans ces moments cruciaux de la vie de plusieurs Congolais. Comparons la superficie et la population du Rwanda à celle du Congo, un grand pays d'Afrique. Mathématiquement, on peut dire qu'il y a réellement une très grande différence. La question qu'on se pose, comment est-ce que cela est possible que le Rwanda voisin, un petit pays, puisse agresser le Congo dans le but d'annexer le Nord Kivu? Pour comprendre tout cela, on doit se plonger en profondeur dans cette vidéo avec les analyses de Dr Franklin Yamsi, mais aussi de cette lettre que M. Albert Einstein a adressée aux dirigeants américains de l'époque. Et cette lettre était en train de nous dire de ne jamais laisser le Congo tranquille pour ne pas qu'ils puissent jouir de toutes ces richesses qu'ils ont dans leur sous-sol. Il a été prévu que la République démocratique du Congo ne soit jamais en paix, puisque les matières premières dont elle dispose doivent être pillables, taillables et corvéables à merci par les grandes puissances impérialistes. Et c'était déjà cela dans le courrier écrit le 2 août 1939 par Albert Einstein, le savant germano-américain, au président Franklin Delano Roosevelt. Le courrier d'Einstein à Roosevelt disait « On devra veiller à ce que les Congolais ne soient jamais les maîtres de leurs matières premières, et notamment les maîtres des matières premières stratégiques comme l'uranium. Il faudra tout faire pour empêcher les Russes et les nazis allemands d'y mettre la main. Et il faudra tout faire pour y maintenir par tous les moyens des gouvernements qui fassent les 4 volontés des États-Unis. » Voilà le conseil que Albert Einstein donnait le 2 août 1939 à Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis. Et la ligne politique américaine, la ligne politique européenne, la ligne politique de l'ancienne puissance coloniale belge envers la République démocratique du Congo, précédemment Zaïre, a toujours été d'y semer le trouble et d'y imposer des vassaux, des valets, d'y imposer des lèche-culs de l'impérialisme occidental pour que les richesses de ce pays continuent à être bradées
à vil prix, voire même gratuitement, pendant que sa population est martyrisée. Donc, si je me suis connecté ce soir, c'est pour, au nom du peuple africain de Goma, au nom du peuple africain du Kivu, martyrisé par les bandits terroristes de Kagame, lequel Kagame est protégé par l'Union européenne, protégé par l'ONU, protégé par l'alliance militaro-politique otanienne. Il est important que le monde entier sache que c'est une agression impérialiste occidentale à travers un proxy africain contre le plus grand pays minier du continent africain. Je recommence une deuxième fois. Vous n'allez pas continuer à mentir sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une agression impérialiste occidentale à travers un proxy de l'impérialisme occidental, le Rwanda de Kagame. Le but étant le pillage du plus grand pays minier d'Afrique. Écrivez ça. Depuis l'indépendance du Congo jusqu'à nos jours, on a maintenant compris pourquoi est-ce que ce pays est tant convoité. Pourquoi est-ce que ce pays est tant secoué vers l'Est avec un voisin qu'on appelle le Rwanda. Et pourtant, quand on compare la superficie de Rwanda, ça fait même pas la moitié du Congo. En matière de population, c'est aussi la même chose. Et si le Rwanda est en train d'agresser le Congo dans le but d'annexer le Nord Kivu, on doit se poser la question à qui cela profite. Ou bien, est-ce que le Rwanda est soutenu par des puissances occidentales? La réponse est connue de tous. Mais quand on prend aussi du côté gouvernement congolais, est-ce que M. Félix Tshisekedi est réellement à la hauteur de relever le défi que le Rwanda est en train de lui poser avec ses maîtres occidentaux? Je réitère le fait que Félix Tshisekedi ne peut pas gagner la guerre contre le M23 en continuant à être, dans le dispositif des mêmes patrons, des mêmes parrains que ceux du M23. Tshisekedi, au fur et à mesure que ce conflit s'enlise, montre bien aux Congolais qu'il n'est pas l'homme de la situation. Je vois toute sa diplomatie assise à l'ONU, en train de penser que les phrases écrites sur les papiers, les déclarations faites devant le Conseil de sécurité ou devant l'Assemblée générale vont pouvoir, comme par incantation, décanter la situation. Non, Félix Tshisekedi fait partie du problème. Il fait partie du problème parce qu'il a les mêmes maîtres que Kagame. Il fait partie du problème parce que, manifestement, il a des raisons qui font qu'il ne peut pas se séparer de ces maîtres-là. Et vous connaissez les dirigeants africains. Bien souvent, quand ils ont accumulé une fortune, ils viennent la cacher dans les mains de ces dirigeants occidentaux ici. Et cette fortune devient un moyen de chantage contre eux. Des membres de leur famille viennent acheter des châteaux. Ils viennent acheter, je ne sais pas, des Bentley, des Maserati. Ils viennent acheter des Cadillac, des Porsche. Ils viennent acheter toutes sortes de voitures chères qu'ils stockent ici en Europe. Ils achètent des pavillons à gauche et à droite. Et grâce à cela, on tient les dirigeants africains qui ont volé en otage. Parce qu'on leur dit, si vous ne faites pas la politique que nous voulons, on vous arrache ça, on vous arrache ça, on vous arrache ça. J'ai l'impression que Tshisekedi se comporte comme un type qui a été braqué. Il faudrait que les Congolais enquêtent un peu sur l'endroit où ce type-là a planqué la fortune qu'il se constitue. C'est quand même son deuxième mandat à la tête de la République du Congo. Et on voit bien qu'il y a un clan de plus en plus riche qui se forme autour de lui. Est-ce que ce type-là n'a pas la main dans la bouche des Occidentaux? Parce que son comportement est typiquement celui de quelqu'un qui est tenu par une certaine laisse. On le tient. Parce que Tshisekedi sait très bien. Il sait très bien qu'il ne peut pas gagner la guerre contre Kagame en se confiant à l'OTAN. Qui arme Kagame, qui finance Kagame, qui conseille Kagame et qui protège Kagame diplomatiquement. Tshisekedi sait. Je ne pense pas que Tshisekedi, ce soit un problème de compréhension. Mais en fait, c'est un problème d'appréhension. Il a peur de perdre personnellement quelque chose. Alors, bien sûr, au Congo, la première chose qui est menacée, c'est sa vie. Il a vu comment Lumumba a fini. Il a vu comment Laurent Désiré Kabila a fini. Il a vu comment Mobutu a fini. Et Tshisekedi a l'air d'être quelqu'un qui aime tellement la bonne vie, la douce vie. Vous le voyez bien à son côté Père Noël, que vraiment c'est quelqu'un qui a l'idée de souffrir juste un peu. Vraiment, même à l'idée simplement de maigrir, il est en colère. Ça le rend malade, Tshisekedi. Lui, c'est papa gâteau, c'est papa chocolat, c'est papa na caviar, hein? C'est papa na rumba, c'est papa na prière déconnectée de la réalité. Donc le type, il y a quelque chose qui le tient.
Pendant longtemps, j'ai pensé qu'il ne comprenait pas la complexité de la situation. Aujourd'hui, je sais qu'il comprend, parce que lui-même y voit. Et il connaît très bien les acteurs politiques congolais. La moindre des choses qu'on doit lui reconnaître, c'est que Tshisekedi connaît les acteurs politiques congolais. Sa survie politique vient même du fait qu'il sait manipuler les uns contre les autres. Il a une intelligence tactique. Mais il n'a pas un courage héroïque, révolutionnaire, patriotique et panafricaniste. Il n'a pas cette dimension. C'est pas un leader, émancipatoire. Il n'est pas à la hauteur à laquelle les Laurent Désiré Kabila, les Pierre Moulele, les Patrice Lumumba, à la hauteur à laquelle les grands Congolais ont posé la barre. Et il n'a donc pas le courage de prendre des décisions. Alors je vois des gens qui lui conseillent de venir en Afrique de l'Ouest voir les 3 étoiles polaires du Sahel pour qu'on lui donne des conseils. Je ne pense pas. Tshisekedi n'a pas besoin de tout cela. Il sait ce qu'il y a à faire. Mais le problème, c'est que Tshisekedi, est-ce qu'il est prêt à perdre des avantages personnels pour le Congo? Mon problème, c'est que je crois déceler en lui un mécanisme mental qui l'empêche de prendre des risques sur ses avantages personnels. Il est à la tête d'un clan, il est à la tête d'intérêts particuliers, il est en conflit d'intérêts, avec l'intérêt général de l'État congolais, et il ne veut surtout pas s'aliéner la protection de ses amis occidentaux. Donc, à la limite, il préfère mener cette guéguerre comme ça, avec Kagame, sous le parapluie occidental, et il espère que l'Occident, à un moment donné, arbitre en faveur de la stabilisation du conflit, ce qui lui permettra de prolonger, sa présidence au mieux, et de continuer à capitaliser pour son clan. Donc, mon hypothèse, très sérieusement, c'est que Tshisekedi est un homme braqué. Il y a quelque chose qui l'empêche de penser véritablement et d'agir véritablement. Et ce quelque chose renvoie tout simplement au fait que ce n'est pas un panafricaniste révolutionnaire. Il n'est pas à la hauteur des grands Congolais. Et du coup, c'est la responsabilité du peuple congolais. C'est la responsabilité des forces vives du Congo de s'arc-bouter sur leurs énergies les plus profondes et d'offrir un chemin nouveau à partir d'une rupture géopolitique et géostratégique au Congo. C'est ma manière de marquer ma solidarité à la population que j'ai vue en débandade aujourd'hui à Goma. Les images de notre peuple avec les enfants, les femmes, les hommes jetés dans la rue, les images de ce chaos, les images de cette violence sont une atteinte à la conscience universelle et en particulier à la conscience africaine universelle. Nous ne pouvons pas accepter que un pays africain, le Rwanda, serve des intérêts étrangers contre un autre pays africain, la République démocratique du Congo, alors que tous les autres pays africains croisent les bras et se contentent, comme les grandes puissances qui sont derrière le Rwanda, de déclarations d'intention, comme celle de l'Union africaine. On les a connus beaucoup plus vifs pour attaquer des pays où il y avait pourtant des logiques légitimes. Où est la fameuse force en attente de la CEDEAO, qui était prête à se jeter comme un aigle contre le Niger, contre le Mali et le Burkina Faso? M. Ouattara Draman, où est-il avec son fameux bataillon de 1200 qu'il voulait lancer à l'assaut de Niamey pour plaire au néocolonialisme français, mais qu'il les envoie maintenant là-bas, contre les terroristes rwandais? Où sont les forces en attente de l'Union africaine? Où est la SADC, l'organisation politique régionale? Où est la CEMAC? Où sont les puissances d'Afrique centrale pour constituer une task force et contraindre Kagame à entendre raison et à arrêter de terroriser tout le monde? Parce qu'en fait, Kagame devient le grand terroriste d'Afrique centrale. Il devient le grand terroriste d'Afrique australe. À cause du soutien qu'il a de la part des puissances impérialistes, Kagame se met à faire trembler tout le monde maintenant. Et les gens ne se rendent pas compte qu'il faut apporter une réponse collective à Kagame. Une réponse collective à Kagame, exactement comme la Tanzanie et l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya, si je ne m'abuse, imposèrent une réponse collective à un moment donné à l'Ouganda, Idi Amin. Il faut quand même arrêter de se laisser terroriser par ce type. Alors qu'il y a la SADC, alors qu'il y a la CEMAC, alors qu'il y a l'Union africaine, mais qu'est-ce qu'elles font toutes ces organisations-là? C'est maintenant qu'elles doivent montrer leur capacité à agir contre le terrorisme. Et elles ne montrent pas pourquoi, parce qu'elles sont, pour la plupart d'entre elles, soumises au néocolonialisme,
occidental à l'impérialisme occidental. Une explication très détaillée du Dr Franklin Nyamsi qui nous permet de comprendre la situation actuelle du Congo. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. À travers ces explications, on a compris qu'une lettre a été adressée au président de l'époque par M. Albert Einstein qui était en train de dire que le Congo est un pays plein de ressources et qu'on ne doit pas les laisser jouir de ces ressources-là. Donc cela veut dire d'une part ou d'une autre qu'on doit chercher tous les moyens afin de les déstabiliser ou bien installer des dirigeants qui sont à la solde de toutes ces puissances oligarchiques occidentales ou bien à la solde de l'Occident. Et quand on voit actuellement ce qui se passe avec le Rwanda, on s'est dit que le Rwanda à lui seul ne peut pas affronter le Congo. Non seulement elle a une petite superficie et aussi la population n'est pas nombreuse comme celle du Congo. Quand on parle de la guerre, il faut bien sûr mentionner la supériorité numérique. On parle bien sûr des technologies, mais s'il y a une très grande supériorité numérique, je pense que la guerre est dorénavant gagnée. Et si le Rwanda, malgré tout ça, affronte le Congo, je pense qu'ils sont en train de penser à quelque chose ou bien qu'ils savent qu'il y a des grandes puissances derrière eux qui vont les soutenir en cas d'escalade. Mais je pense que les époques ont changé et que les mentalités ont changé, même si la plupart de nos présidents sont jusqu'à présent à la solde des puissances occidentales, comme était en train de le dire Dr Franklin Nyamsi à propos de M. Félix Tshisekedi, actuel président du Congo. On s'est dit qu'à un moment donné, il va falloir que la population prenne sa destinée en main. Et c'est ce qu'on a vu hier dans une vidéo que j'avais publiée ici, où plusieurs jeunes étaient énervés du fait que Goma est tombé dans les mains de l'armée rwandaise. Ils se sont en pris à plusieurs ambassades, telles que celle de la France, des États-Unis, du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, pour dire que tous ces pays sont complices dans tout ce qui se passe dans l'ex du Congo avec le Rwanda. Ça, c'est déjà un grand signal qui est parti très loin et pour prévenir M. Félix Tshisekedi qu'il doit prendre les bonnes décisions, que sinon, la chute n'est plus trop loin. Sur ce, mes frères, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant cette situation préoccupante. Je pense qu'on peut trouver une solution à l'africaine et que le Rwanda arrête ce qu'il est en train de faire avant que ça ne devienne trop tard. Je vais prendre le temps de lire vos commentaires et on se retrouve à très bientôt, mes frères et sœurs.